tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Déployez vos ailes. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Bertrand Rotaillot. Bertrand, bonjour. Bonjour Karine et bonjour Tristan, ton assistant. Merci, tu vois, il vient juste de partir. Bonjour à tous, en tout cas, j'espère que vous allez bien pour un dimanche. Bon, ici, comme on disait, il fait gris dans les pays de la Loire. Toi, t'habites où déjà, Bertrand ? Je suis dans l'Aude, au sud-ouest de Carcassonne, en plein pays Qatar, où le ciel est légèrement gris avec du bleu, mais c'est très venteux aujourd'hui. Et bonjour à tous également. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de toi, qui est Bertrand Rotaillot, parce que moi, je sais que je te connais depuis maintenant 6 ans. Tu te considères un peu comme un messager de l'au-delà, facteur de l'au-delà, en fait. Facteur. Tu distribues des messages. Voilà, c'est ça. Il passe, ce que j'appelle ceux qui sont de l'autre côté passent avec moi et d'autres personnes distribuer. Effectivement, je distribue les messages. Donc c'est pour ça que le mot facteur est un mot, moi, qui me parle mieux. Voilà. Qui te parle mieux. On va un petit peu parler de ton parcours terrestre avant ton parcours spirituel. Comment t'en es arrivé là, justement ? Quels étaient est-ce que tu as travaillé ? Quels étaient tes premiers travails ? Comment c'est venu à toi tout ça ? Alors c'est vrai que je parle souvent, je me définis souvent en tant que facteur parce que je n'ai aucun diplôme sur ça. J'ai rien. Donc c'est arrivé brutalement en 2007. Alors bien avant, c'est vrai que sur le parcours, bien avant, alors je vais pas dire que j'étais un enfant indigo parce qu'à l'époque on parlait pas de ça, mais je sais que dans les souvenirs de mon enfance, j'étais en décalage par rapport le fonctionnement de pensée de la société. Donc je te parle pas de l'école, l'école c'était plutôt au fond près du chauffage près de la vitre. Donc avec ça, j'ai pas eu beaucoup de diplômes scolaires et j'ai toujours, étant enfant, j'ai toujours ressenti mon grand-père paternel que j'avais quasiment pas connu parce qu'il est parti, j'étais tout gosse. J'ai toujours senti mon grand-père paternel à mes côtés. D'accord. Et quand j'essayais d'en parler à mes parents, c'était un sujet tabou. Et puis quand tu as 12-13 ans, parler de ça, c'est un peu compliqué, quoi. Donc j'ai toujours senti mon grand-père paternel à mes côtés, sans vraiment trop savoir ce qu'il voulait, parce qu'il n'y avait pas de message, rien, c'était une présence. Et chez mes parents, il y avait des photos, effectivement, de mon grand-père paternel. Donc cette présence, je l'identifiais automatiquement à sa photo. D'accord. Après, beaucoup plus tard, j'ai appris au décès de mon père qui était mon grand-père paternel, que je n'avais pas connu. Mon grand-père paternel, alors c'est vrai qu'à l'époque, on appelait ça, on va dire, des sorciers. Aujourd'hui, on appelle ça des magnétiseurs, mais il pratiquait des choses. D'accord. Et au départ de mon père, des gens m'ont parlé de mon père et de son père, et c'est là que j'ai appris que mon grand-père paternel avait cette possibilité de passer avec ses mains des petits trucs, etc. Donc ça a été vraiment peut-être là, sans mettre le mot de médium, de canal, etc., mais dans ma jeunesse d'adolescence, ça a été vraiment la première présence qui s'est manifestée, sans savoir ce que c'était. Mon père est parti il y a déjà plus de 20 ans, donc tu vois, il y a 20 ans que j'ai su qui était mon grand-père paternel. Donc, j'ai évolué comme ça dans mon enfance en étant un peu différent, à part des autres garçons solitaires, mais je ne savais pas trop ce que tout cela voulait dire. Je me mettais souvent dans ma bulle. Et dans cette bulle, j'avais l'impression que je n'étais pas seul. Combien de fois ma mère, enfin pas mon père, parce qu'avec mon père, on était un peu comme ça. Voilà. Mais combien de fois ma mère m'a dit, mais arrête de parler là dans ta bulle. Et en fin de compte, moi, je ne me rendais pas compte, mais je jouais tout seul et j'avais l'impression que je parlais, je ne vais pas dire à des amis inconnus, mais que je parlais à lui, que je parlais sans savoir ce que c'était. Parce que je disais pas à ma mère, il y a mon grand-père qui est là, il y a des vibrations qui sont là, je parlais. Voilà. D'accord. Alors, c'est vrai qu'avec du recul, après, en lisant des livres, il y a des témoignages où effectivement, il y a des jeunes enfants qui parlent comme ça à l'invisible. Et je me dis, parce que je ne suis pas sûr, je me dis, mais c'est peut-être ça en fin de compte que je faisais. On m'en rendre compte. Et alors je passe après toutes les années scolaires, mais j'en parlais hier soir, là, il y avait des amis à la maison là, qui prenaient l'apéritif et on parlait un peu de ça, que dans la vie, on rencontre de fabuleux passagers et de fabuleuses passagères. Et ce qui m'a amené à ce côté facteur,
je dis aussi médium parce qu'il ne faut pas être fou. Hein. Les associations à une époque m'ont fait venir en tant que médium. Ouais. Mais pour arriver jusqu'à ce point de départ qui a commencé, il m'est arrivé quelque chose en 2007. Après, ce fonctionnement s'est mis en place fin 2009. Mais pour arriver jusqu'à 2007, ils mettent sur la route de beaux passagers. J'ai eu la chance, non, c'est même pas une chance, c'est un cadeau inestimable. Je m'en cache pas, je suis homosexuel et puis à mon âge maintenant, on fait un peu de tout ça, voilà. Mais ils m'ont mis sur la route dans les années 90, un garçon qui s'appelle Étienne. Alors moi, j'aime pas dire qu'on meurt, j'aime pas ça, je préfère dire qu'on quitte un corps parce que c'est pour moi. Voilà. Donc Étienne a quitté son corps, si je ne me trompe pas, en 95. Et quand j'ai rencontré Étienne, je ne vais pas parler de la rencontre, mais de l'autre côté, des fois, j'ai envie de dire que tout est écrit. Voilà. J'ai rencontré Étienne dans une soirée, c'était sur Tours, etc. Ouais. Je ne le connaissais pas, j'arrive à la soirée, il vient vers moi avec une coupe de champagne, on trinque, et puis il me sort un truc, il me dit, tu sais, je vais mourir. Alors moi, j'ai pensé, pauvre garçon, tu as bu un peu trop d'alcool. C'est ce que j'ai pensé. Ouais. Et pendant toute la soirée, après, je ne l'ai pas recroisé. Et à la fin de la soirée, il revient vers moi et il me regarde. Il avait encore un verre à la main. Et il me dit, mais tu sais, je te l'ai dit, hein, je vais mourir. Et là, je me suis dit, mais pourquoi il me sort ça 2 fois ? Bon, après, on a parlé d'autre chose. Il m'a invité à manger chez lui, etc. etc. Ouais. Et après, j'ai déménagé pour vivre avec lui. Ouais. Et en fin de compte, Étienne était quelqu'un qui était malade et qui savait qu'il allait partir. Donc, tu vois, pendant cette soirée, de l'autre côté, ils ont dû se dire, prépare là le petit garçon là qui s'appelle Bertrand, qui comprend rien à rien, met des petits, met des petits cailloux blancs. Ouais, voilà. Des petits cailloux, ouais. Voilà. Alors, on a vécu ensemble pendant quasiment 5 ans. Alors, pendant 5 ans, il n'a pas été là à me donner des messages tous les jours. Bertrand, tu vas être facteur. Non, pas du tout. Avant qu'il parte, quelques heures avant qu'il parte, il était dans un hôpital sur Paris. Moi, j'étais chez des amis à Paris. Et quelques heures avant qu'il parte, il m'a envoyé un message comme quoi il partait. Mais ce n'est pas un message téléphonique. Ouais. C'est plein de symboles. Voilà. Étienne est quelqu'un qui collectionnait les pluches, etc. Dans le taxi qui m'a emmené à 2h du matin à l'hôpital où il était, après un coup de fil de sa sœur, comme quoi il fallait que je vienne en urgence à l'hôpital. Le taxi en pleine nuit à un carrefour dans Paris, feu rouge, il y avait des vitrines de magasins, il n'y en avait qu'une qui était allumée, c'était une vitrine où il n'y avait que des pluches dedans. Alors, je n'ai pas vu l'enseigne, je ne sais pas si c'était un magasin de jouets, mais il n'y avait que des pluches. Et dans la musique, dans l'autoradio du taxi, il y avait la musique du film Ghost. Mais dans ce moment-là, je n'ai pas pensé, tiens, il est en train de partir. Parce que l'urgence, c'était qu'il arrive à l'hôpital. C'est après que tout ça est revenu. Oui. Donc, tu vois, quand je dis que... c'est super beau quand même, ce que tu racontes. Hein. C'est beau. Hein. Alors, à l'époque, je n'ai pas pris ça comme un message. Mais pas du tout. Quand tu es dans une urgence, qu'on t'appelle, qu'il faut aller à l'hôpital, parce que, effectivement, quand je suis arrivé à l'hôpital, Étienne s'était envolé. Et c'est, je sais pas quoi, peut-être 15 jours, 3 semaines après que tout ça est revenu. Et je me suis dit, mais mince, il m'a envoyé plein de petites informations. Ouais. Alors, il n'y a pas eu que le taxi et la vitrine avec les pluches. Après, à la maison, il y a eu d'autres messages. Mais tout à l'heure, je disais, sur mon parcours de ce qui m'a amené à ça, c'est comme je disais, on rencontre de beaux passagers et de belles passagères qui... alors, c'est vrai que suite au départ d'Étienne... Comment je peux dire, je me suis pas dit, ça y est, je vais être médium. Mais pas du tout. Pas du tout. Parce que ça, c'était loin de mes pensées. Loin. Alors, au début, j'ai cru que j'étais magnétiseur. Donc, j'ai fait quelques trucs avec mes mains, mais c'était sans vraiment... Donc, il a fallu, après du temps, tu vois, Étienne, il est parti en 95. Et ce qui s'est passé, pour que je comprenne, c'était en 2007 et j'ai accepté ça en 2009. Donc, tu vois, il a fallu un nombre d'années assez important où, après Étienne, effectivement, je me suis intéressé à des livres un peu bizarres, des livres un peu... Tu t'es intéressé à l'autre côté, quoi. Je me suis intéressé... j'ai lu des livres sur, je n'aurai pas les noms, mais
sur ce qu'il y avait Et de dans la l'autre vie, côté. t'étais bien ancré. Enfin, je veux dire, t'avais un métier, t'étais vraiment dans la vie terrestre. Ah oui, là j'étais là dans la vie terrestre. Bon, les métiers, bon, j'ai été styliste pendant plusieurs années. Après j'ai travaillé Waouh, pour une super. Ouais. oui, enfin, styliste, oui, oui, c'était marrant. Oui, c'était marrant. Oui. Donc, tu Ouais. vois, j'ai un parcours scolaire, comme je disais, j'étais au fond de la classe, près du chauffage, et je n'ai même pas été foutu d'avoir un diplôme. Donc, les parents catastrophés, qu'est-ce qu'on va faire de notre fils? Donc, j'ai toujours été un peu autodidacte. Je m'intéressais à la mode, donc pendant des années, j'ai été styliste. Après, bon, j'en ai eu marre. Après, j'ai fait des petits boulots, machin. J'ai bossé pour une chaîne de magasins jusqu'en 2007. Et là, en 2007, c'est là qu'ils m'ont mis par terre. Il s'est passé un truc dans ma vie. Là, Puis je tu me t'es suis dit, retrouvé bloqué, là. ah oui, là, ça a été le mur. Mais ça, le mur, peut-être que de l'autre côté, et je dis peut-être parce que de l'autre côté, il y a des personnes qui ont fait des expériences de mort imminente qui savent mieux parler de ça que moi, Bien parce que sûr. moi, je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Mais peut-être que de l'autre côté, ils vont se dire, mais ce garçon-là, Bertrand, mais il ne comprend pas ce qu'on veut lui faire comprendre. Donc en 2007, ils m'ont envoyé le mur, mais en pleine face. Ouais, moi Mais aussi. en pleine face. Et là, ça fait mal, hein. Et voilà, Ah ouais. c'est tu sais, des fois, les gens pensent que ce que l'on est, on a de la chance de le faire. Non, il faut qu'ils prennent aussi. Enfin, quand ils disent ça, parce que des fois, des gens ils disent ah, on aimerait bien être comme vous, enfin, comme toi, comme Oui, vous. oui, je sais, ouais. Des fois, j'ai envie de dire aux gens mais prenez aussi le parcours, ce qui s'est passé. Oui, ce qui s'est passé avant, et oui, bah, tout à fait. Et vous allez voir, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle, ouais. Donc, donc, tu vois, Étienne, bon, il a été un des premiers à éclairer des choses. Tu vois, je ne connaissais rien à la Tessie. Alors après, j'ai découvert ce que c'était la Tessie. Enfin, je ne la pratique pas, mais j'ai découvert. Mais quand Étienne est parti, donc il est parti d'un lit du samedi au dimanche. Il était à Paris, on habitait en Amboise, donc je redescends en Amboise le dimanche. Beaucoup d'amis étaient au courant qu'Étienne était parti, donc plein de messages. Alors à l'époque, c'était des répondeurs avec des cassettes. Ouais, Voilà. je me rappelle. Donc, bah, oui. Voilà, les petites cassettes. Et donc, j'écoute les messages et entre deux messages, il y a eu, à l'époque, il y avait des temps de pause entre les messages et il y avait un grésillement. Et dans le grésillement, on entend une voix distincte, je suis là. Et dans le je suis là, dans le je suis, je n'ai pas reconnu le timbre de voix d'Étienne, mais dans le là, c'était lui. Voilà, et tu l'as encore cette cassette ou pas? Non, malheureusement, mais oui, mais à l'époque, j'étais pas baigné dans ça. Donc, je me disais, voilà, puis après, tu sais, les cassettes, tu les effaçais, enfin, tu enregistrais par-dessus, machin, etc. Donc, ça, malheureusement, je l'ai pas regardé. Mais à l'époque, enfin, aujourd'hui, ça serait ça. Je garderais précieusement ce message. Ouais. Voilà. Donc, là, il y a eu plein de petites choses comme ça que Étienne a posé en éclairage, qui m'a amené à des lectures. Beaucoup de lectures sur tout ça sans que je comprenne et puis sans savoir ce que ça allait m'apporter, sans savoir. Alors c'est vrai que bon, après Amboise, au départ d'Étienne, j'ai déménagé, je suis parti vivre sur Angoulême et je continuais à être bercé dans cet univers. Donc j'avais entendu parler là d'un médium qui est très connu. Je peux citer un nom, non ? Oui, voilà, donc Rénal Roussel, qui passait sur Nantes, donc d'Angoulême avec des personnes. On salue d'ailleurs, qu'on salue Rénal Roussel, Michel Hoc, et on les salue. Voilà, Michel Hoc, voilà. Donc, je vais voir Rénal Roussel dans une librairie près de l'hôpital. La librairie n'existe plus, j'ai pas de message. Et Rénal Roussel a une particularité, je ne sais plus, parce que ça fait depuis longtemps que je ne l'ai pas vu, mais je crois qu'il tapait sur les photos. Oui. Donc, je ne sais plus si ça doit être qualité, mais voilà. Et voilà, donc la prestation très intéressante, surprenante, etc. Et on redescend après sur Angoulême. Et puis, j'ai une amie, je prenais un café chez elle, et qui me dit comment tu as trouvé Rénal Roussel ? Bon, je dis bon, ok. Puis elle connaissait un peu mon cheminement, Amboise, Étienne, les messages que j'avais reçus sans que ce soit pour moi vraiment là des messages. Et elle me dit, tiens, tu voudrais pas essayer avec la photo de mon père ? Et là, je lui dis, mais attends, sur sa table de salon, là, on avait 2 tasses de café, elle me montre la photo de son père. Puis moi, je me dis, je vais faire comme dans Roussel, il faut taper sur les photos. Alors, je fais pareil, il se passe rien. Alors, je réessaye, il se passe rien. Et, tu dis, je capte rien. Non, mais voilà. Et là, d'un seul coup, il y a
une information qui arrive, je ne sais pas d'où l'information arrive. Ce n'est pas une information que j'entends à l'oreille, c'est une information qui est là, qui arrive. Et l'information, c'est vrai que dans ce domaine, enfin, dans ce que l'on est, enfin, dans ce que je suis, je me souviens plus des messages qui sont mais il y a des messages qui restent inscrits quelque part. Et il y a cette information qui arrive où la dame s'appelait Brigitte et je dis à Brigitte, écoute, il y a quand même une phrase qui est là, il faut que je te parle. La phrase était « parle-lui de l'aspirine ». Et moi, bêtement, je dis à Brigitte, t'as mal à la tête parce qu'on parle de l'aspirine. Elle avait pas mal à la tête. Et quelques temps après, Brigitte me dit, mais l'aspirine, je crois savoir ce que c'est. En fin de compte, son père, le matin, quand il se levait, il prenait un verre d'eau avec un cachet d'aspirine, apparemment pour fluidifier le sang. D'accord. Alors là, j'ai pas pris ça comme un message. J'ai même pas pensé que c'était un message de l'au-delà. Je me suis dit, bon, ok, coup de bol, l'aspirine, voilà. D'accord. Donc ça a été... il y a eu Étienne, les messages, mais là, ça a été vraiment... Ça a été un petit démarrage, là, déjà. C'est un petit démarrage. Et Étienne, Étienne, à part les peluches, la musique, des messages, des odeurs ou le coup du cimetière, parce que Étienne m'avait dit de son vivant qu'il ne voulait pas être enterré dans le caveau familial. Mais moi, Bertrand, comment dire à ses parents que votre fils ne veut pas être enterré dans le caveau avec les grands-parents. Donc la sépulture cimetière, et au moment de mettre le cercueil dans le caveau, le cercueil ne rentrait pas. C'est-à-dire que les gens du cimetière n'avaient pas assez écarté les dalles. Oui. Donc, j'ai pris ça comme un clin d'œil, quoi. Bien sûr. Bon. Donc, après, Étienne, comme on était un peu trop proche, les messages, ok. Mais là, parler de l'aspirine d'un homme que j'avais jamais connu, mais avec tout ça, après, j'ai essayé de chercher sur des bouquins tout ce que ça voulait dire et je trouvais pas vraiment de réponse. Donc, j'ai mis ça. C'était très cérébral quand même, parce que tu voulais absolument essayer de trouver des réponses. Ouais. Oui, je voulais absolument comprendre le pourquoi du comment. Alors maintenant, je ne vais pas dire que j'ai dépassé tout ça, mais c'est vrai qu'à une époque, je me disais, mais comment c'est possible j'ai un message, pas eu d'aspirine, Brigitte me sort que son père prenait un cachet d'aspirine, donc je me suis dit, coup de bol, voilà, coup de bol. Et je voulais absolument, effectivement, comprendre. Donc, j'ai lu des tas de trucs, etc., qui m'ont donné pas vraiment de réponse. Enfin, après, ça m'a pas vraiment donné de réponse. Ouais. Donc, j'ai mis ça de côté pendant un long moment. Voilà. Et en 2007, voyant, alors je suis pas là pour raconter ce qui s'est passé en 2007 dans ma vie privée, mais en 2007, voyant d'autre côté, voyant que je ne comprenais pas. Il devait dire, mais c'est pas possible. Avec tout ce que j'avais reçu, les livres que j'avais lus, etc., voyant que je ne comprenais pas, comme tu dis, ils se sont dit, mais c'est pas possible, il va falloir qu'on lui fasse un croche-pied. Et le croche-pied, je me suis mis un mur, pas le mur physique, mais je me suis pris un mur dans ma vie où, maintenant ma vie, on a tous une vie en parenthèse, parce qu'on sait qu'on va partir, mais ils m'ont mis quelque chose dans ma vie, une parenthèse, pour me dire, on a besoin de toi, mais ta vie maintenant va être comme ça. Alors tout à l'heure, quand je disais que des fois les gens me disent on voudrait bien être comme toi, tu as de la chance. Des fois, je ne leur dis pas, mais des fois j'aimerais leur faire comprendre, mais prenez aussi ce qui s'est passé au mois de mars 2007. Et vous allez voir, c'est pas sympa. Voilà. Donc, ce qui s'est passé en 2007, pas le choix. J'ai accepté ce mur. Et c'est pas, donc ça s'est passé en mars 2007. Ça ne veut pas dire qu'en avril 2007, tout a fonctionné. Absolument pas. Oui, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Absolument pas. Il a fallu que j'attende. Je crois que c'est moi qui ai attendu parce que tout me poussait. J'avais de plus en plus de sensations et tout me poussait à faire des choses. Mais comment les faire? Comment ça marche? Quoi faire? Qu'est-ce que je vais lire? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Donc, c'est peut-être moi qui ai attendu ces 3 ans. Et pendant ces 3 ans, tout à l'heure, je parlais qu'on rencontrait de beaux passagers et de belles passagères. Et pendant ces 3 ans, de l'autre côté, ils ont, comme je dis, avec mon humour à moi, ils ont assaisonné pour que je rencontre des gens qui me connaissaient pas, mais qui m'ont tous aiguillé vers ce que je suis. Voilà, tous. Voilà. Tu vois, un exemple, j'ai rencontré, avec Jean-Marc, avec qui je suis marié, on habitait au Sable d'Olonne. Et au Sable d'Olonne,
je foutais rien. Parce que en 2007, je me suis dit, ça y est, je vais quitter mon corps, ça y est, maintenant, voilà. Donc, je ne travaillais pas, je ne faisais rien, voilà. Et on habitait au Sable d'Olonne, Jean-Marc et moi, et puis on aidait les parents de Jean-Marc qui ne pouvaient pas se véhiculer à faire leurs courses. Donc, on allait dans une boutique bio, acheter des produits bio pour les parents de Jean-Marc. Et le monsieur qui tient la boutique me dit un jour, mais qu'est-ce que tu fais de tes journées? Et moi, je lui dis, j'ai pas osé poser celle-là. Je dis, qu'est-ce qu'il foutait de ces journées, ouais. Rien. Je disais même pas, je ne faisais rien. Et tu sais, des fois, on se dit, on devrait tourner sa langue 7 fois dans la bouche avant de dire le truc, enfin, avant de dire quelque chose. Et là, je me suis mis à raconter, alors pas tout ce que j'expliquais, mais à raconter des petites brides de certaines choses. Et puis après, je me suis dit, pourquoi j'ai raconté ça? Je ne connais pas le monsieur, mais pourquoi j'ai raconté ça à ce monsieur qui est le propriétaire d'une boutique bio qui ne me connaît pas? Et je me souviens que ce monsieur m'a dit, ah tiens, ça m'intéresse. Tu voudrais pas venir faire un petit groupe? Et bizarrement, j'ai dit oui, mais dans ma tête, après, je me dis, mais pourquoi j'étais... c'est eux en haut, ils t'ont poussé, hein, ils t'ont poussé encore, ça. Ouais. Ils nous poussent. Donc, je me souviens que le rendez-vous était un vendredi après-midi. Et j'ai fait décommander, tu sais, mal de ventre, comme les gosses qui ne veulent pas aller à l'école ou à la piscine. Et puis, Jean-Marc me dit, vas-y. J'y suis allé. Et dans l'arrière-boutique de ce magasin, il y avait une salle. Il y avait 3 personnes qui étaient là, qui m'attendaient. 3 femmes avec des photos. Et je me suis rappelé de ce que faisait Rénal avec les mains. Donc, et d'un seul coup, sur une photo, comment expliquer ça? J'ai senti quelque chose, un lien, quelque chose. Voilà. Ouais. Donc j'ai pris la photo j'ai pris la photo en ayant les pétoches de ma vie. J'ai pris la photo et là il y a eu des informations qui ont été apportées à la personne. Et chaque personne avec la photo a eu quelque chose. Bon, je me suis dit, tu vois, j'ai été fier parce que je me suis dit, waouh, les gens sont contents, ça marche. Donc là, tu sais, tu as le torse qui gonfle symboliquement, tu dis, ça y est, je suis Batman, Superman, ça y est, je suis un héros. Ouais. Waouh, ça marche. Donc, tu sais, là, tu prends l'étoffe qui est ridicule, entre parenthèses, mais c'est un passage voilà, pour te dire, ouais, j'ai fait un truc, voilà. Enfin, j'ai fait un truc, j'ai rien fait. C'est eux qui font. Voilà. Et ces 3 personnes en ont parlé donc, à ce propriétaire de magasin. Et ce propriétaire de magasin qui m'a dit, mais est-ce que tu veux revenir? Alors moi, j'ai dit oui, parce que je me suis dit, bah oui, là, 3 personnes, c'est bien, voilà. Et on avait fixé une date, je crois, enfin 15 jours, 3 semaines après. Alors, il m'avait dit, moi j'aimerais bien participer. Donc il m'a dit, bon, on fera ça vendredi soir. Ok, pas de problème. Vendredi soir, tranquille, 3 personnes, plus 8, ça fait 4, plus moi, ça fait 5. Très bien. J'arrive sur le parking le vendredi soir vers 19h sur le parking du magasin et je disais, mais c'est quoi toutes ces voitures? Enfin, voilà, il y a plein de voitures. En fin de compte, je suis arrivé dans la salle, c'était pas 3 personnes, c'était quasiment 30 personnes qui étaient là. Et là, j'ai failli faire demi-tour. Ah bah oui. Parce que je me suis dit, non, c'est pas possible. Mais tu peux pas te défiler. Donc j'ai fait. Et donc, toi, grâce à ce monsieur, bon, après, on n'est plus au Sable d'Olonne, donc j'ai perdu de vue. Mais comme je disais, y mettre des gens sur notre route. De toute façon, sur notre route, même encore aujourd'hui, ils nous mettent des éclaireurs et des éclaireuses parce qu'on a beau des choses, mais nous, comme on dit, on est les cordonniers. Ils mettent des gens qui font, ils mettent des gens pour faire des liens, ouais, tout à fait, c'est vrai. Totalement, et heureusement, parce que sinon, moi je sais que si j'avais pas ces éclaireurs et ces éclaireuses dans ma vie, mais je serais paumé. C'est joli ça, éclaireur et éclaireuse, c'est pas mal. Tiens, Pascaline Plantec, je vais l'appeler éclaireuse maintenant. Tu vois, donc, je ne veux pas dire que je serais paumé, mais on a besoin, parce que bon, les gens disent, oui, tu éclaires, on éclaire les autres, mais nous, qui nous éclairent? Donc, de temps en temps, ils nous envoient. C'est vrai. Il y a des personnes que l'on croise, peut-être 1 heure ou peut-être toute une vie, mais voilà, c'est important aussi, parce que parfois les gens pensent à tort que nous, on est protégés, que nous, on a, parce que comme on est dans des liens avec eux, les gens pensent que nous, c'est plus facile pour nous. Non. C'est faux. C'est faux. C'est faux. On a autant d'épreuves que tout le monde, que tous. Hein. Et on n'a pas, c'est pas parce qu'on est médium ou canal, comme tu dis, qu'on a des messages de notre famille, de notre famille d'âme. Pas du tout. Hein.
Pas Ah, du tout, du tout. pas du tout. Moi, j'ai mon père qui est parti, j'ai des amis qui sont partis, et j'ai rien. Moi non plus, j'ai rien, zéro. C'est rien. Et alors, comment comprendre ça? Alors, des fois, je me dis, c'est vrai que par rapport à mon père, j'étais proche, les amis, j'étais proche, donc on va connaître un peu leur caractère, ce qu'ils étaient. Mais c'est vrai que j'ai rien du tout. Voilà. Et tu vois, pour en venir suite donc, au Sable d'Olonne, euh, alors moi, j'appelle ça des guides, attention, entre parenthèses. Hein. Et ce monsieur qui tenait donc, ce magasin avec son épouse, un jour, avec Jean-Marc, ils nous disent, seriez-vous intéressé pour aller voir une femme qui, à l'époque, était Nord-Charente ou Nord-Charente-Maritime, Ouais. qui est Canal, et qui officie, elle, dans des petites communes, salles des fêtes, etc. Et puis nous, on s'est dit, Jean-Marc, on s'est dit, oui, pourquoi pas, on va aller la voir, voilà. Donc, on y va. Ce couple qui était dans le magasin, il y allait une fois par mois. Donc, à chaque fois, il réservait devant pour être, tu sais, moi, je dis avec beaucoup de monde, je dis devant, c'est les miracles. Donc, Ouais. devant. Donc, on arrive dans la salle, on se met devant. Donc, on était une range, enfin, bref, voilà. Donc, cette femme arrive, etc. Tu peux dire le nom et le prénom de cette dame si tu veux. Alors, maintenant, je ne sais pas si elle officie toujours. Elle s'appelle Sylvie Rabouin. Ah, je sais pas. Je connais pas, ouais. Je ne sais pas si elle officie toujours. Mais, donc, on arrive, on s'assoit. Elle commence sa canalisation. Donc, elle donne des messages à tout le monde. Mais elle fait ça d'une voix, c'est assez surprenant d'ailleurs. Et d'un seul coup, elle pointe le doigt dans notre direction et elle dit « Toi qui es là, mets-toi debout ». Alors, bon, on regarde à droite, à gauche, qui va se mettre debout. Personne ne bouge. Et elle insiste, toi qui es habillé comme ça, mets-toi debout. Ah, pas de bol, habillé comme ça, c'était moi. Oh là là. Voilà. Et alors, se mettre debout devant 60 personnes, j'étais très gêné, tu sais, c'est toujours quelque chose... Enfin, pour moi, même quand je vais devant un public, c'est toujours pour moi impressionnant. Donc, je me mets debout, j'avance vers elle. Elle était toujours dans sa canalisation et elle dit, tourne-toi et donne-leur, enfin, tourne-toi et parle-leur. Et moi, alors, elle était surélevée, je passe aux gens, et comme un élève à l'école, je me retourne vers elle et je lui dis, mais qu'est-ce que je leur dis? Mais le truc. Oh, super! Qu'est-ce que je leur dis? Et elle me dit en canalisation, tu es coincé, je vais te décoincer et plus tard, tu parleras comme moi. Alors, elle a mis ses pouces ou ses mains sur mes épaules et j'ai donné 2-3 mots, mais très, très vite. Puis après, je me suis barré. Enfin, je me suis barré. Après, là, je me suis rassis. Et cette personne, elle a eu... ils ont eu raison de m'amener dans cette salle, ces propriétaires. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Pourquoi ils t'ont amené dans cette salle? Voilà, parce que maintenant, quand Sylvie Rabouin, à l'époque, m'a dit « plus tard, tu parleras comme moi », ben, je sais ce que ça veut dire. Parce que maintenant, quand je fais des salles ou des groupes, ben, il y a cette canalisation qui est là. Mais à l'époque, elle n'était pas là. Voilà. Donc, tu vois, dans l'histoire... Et quand tu es ressorti justement de cette réunion, de cette médiumnité publique, qu'est-ce que tu t'es dit là? Tu t'es dit... T'as pensé quoi alors en fait? Comme toute personne, un peu impressionnée. Ouais. Bluffée déjà de la prestation de Sylvie, parce que ce qu'elle fait est assez surprenant. Très bluffée. Alors, ça a conforté un peu... ça a mis de l'eau à mon moulin un peu sur ce que j'étais. Alors, je me suis pas baladé après torse bombé comme à l'époque je disais à la torse bombée. Ouais. Bonjour aux gens, venez vers moi, j'ai un message à vous dire. Non, moi je suis quelqu'un d'assez sauvage, assez timide, donc je me suis un peu faufilé, mais ça m'a amené de l'eau à mon moulin pour me faire comprendre, elle me connaît pas et elle sait. Voilà. Ouais. Alors après, ça a été à moi après de l'accepter, ça s'est pas mis en place comme ça. Ouais, ça a été à moi après. J'ai pas cherché à faire comme elle. J'ai laissé venir les choses au fur et à mesure. Voilà. Et après, maintenant, là, je m'aperçois qu'effectivement, il y a une canalisation qui est là. Donc après, canalisation qui est celui qui canalise? Ça, j'en sais fichtrement rien. Voilà. Et alors après, j'ai commencé effectivement à faire des salles. Alors après, directement, t'as attendu un peu, t'as dit, tiens, je vais me lancer, je vais louer une salle et je vais faire... Non, pas... Je continuais à aller dans la boutique au Sable d'Olonne. Ouais. Donc, après, c'était pas une salle qui pouvait contenir 100 personnes. Mais la jauge était entre 40 et 50 et il y avait de plus en plus de monde qui venait, quoi.
Et il y a des gens, effectivement, les gens parlent, hein, donc il y a des gens dans cette salle qui ont parlé à d'autres personnes d'un autre département qui ont des associations qui sont venues me voir. Et après, les gens, quand tu fais une salle, les gens viennent te parler. Viennent, bien sûr. Voilà. Et ces gens d'associations sont venus me parler, ils m'ont dit, est-ce que vous êtes intéressés pour venir chez nous? On vous paie le trajet, l'hôtel. Alors je me suis dit, un week-end, le truc sympa. Ouais. Bon. À l'époque, je me suis dit, c'est génial, on me dit de venir et c'est gratuit. Bon, j'y vais, quoi. Et la première association que j'ai fait, quand je suis rentré dans la salle, j'ai dit à la personne qui a l'association, j'ai dit, je fais demi-tour. Ah non. Il n'y avait plus de 100 personnes. Et là, je dis, ah non. Je dis, ah non. Oh là là. Et tu ne peux pas te défiler, les gens sont venus, donc tu ne peux pas te défiler. Tu devais avoir la trouille. Mais totalement. Mais enfin, même encore aujourd'hui. Ça fait depuis 2010 que j'ai ce fonctionnement. Même encore aujourd'hui, quand je fais une salle chez moi, ou quand je fais des groupes chez moi, les gens sont assis devant toi, ils te regardent, et des fois je me dis, mais les gens ont l'impression que... de toute façon, ils te regardent comme le Messie. Hein. Moi, je suis venue te voir à Orvaux. T'étais là, tu faisais ton truc, les gens ils se précipitent pour être devant déjà, tous, ils te déposent leurs photos, puis après ils te regardent comme le Messie, hein. T'as plus qu'à parler. Pour moi, c'est quelque chose de très dur. Je trouve ça un peu, c'est pas que c'est insupportable, mais tu es là devant les gens, ils sont là, ils attendent le truc du truc. Et toi, tu es là, et tu sais pas si le truc va être là. Tu n'en sais rien. Donc, c'est quelque chose... tu vois, les gens, quand on est en salle, comme tu te dis, quand on arrive dans une salle, les gens ne nous voient plus comme le côté Bertrand ou quelqu'un d'autre. Ils nous voient différents. Et ça, j'aimerais tant que les gens me voient Bertrand avec ses problèmes. Je suis assis, voilà. Mais les gens s'attendent à un truc. Et ça, voilà. Donc, dans cette salle, effectivement, là, de plus de 100 personnes, mais ça a été le flip total. Donc, voilà, alors, comment ça s'est passé, justement? Nous, on attend la suite. Alors je me suis pas là défilé. Donc, avant moi, il y avait une personne qui faisait une conférence. Alors, ça, c'était pire. Enfin, je ne veux pas dire que la conférence n'était pas bonne, mais quand tu as quelqu'un qui passe avant toi, donc ça dure 1 heure et quart, la conférence. Après une pause, et pendant 1h30, mais tu as le temps de flipper, comme je dis, à mort. Moi, j'aurais voulu commencer tout de suite. Après, je suis débarrassé. Je suis dans mon coin dans la salle, là, au bout de la salle, à être comme ça. Là, puis quand c'est l'heure. Et puis, en fin de compte, j'ai fait comme au Stade de l'Aune, quand il y avait les 3 personnes ou les 30 personnes. Je me suis assis. Je leur ai dit, bon, vous avez intérêt d'être là. Parce que je suis un peu comme ça, vous avez intérêt d'être là. Et j'ai commencé, puis une fois que... une fois que tu te branches, ou une fois que eux se branchent à toi, là, tu lâches. Et puis, ça coule de source. Ça coule. Et là, à cette salle, c'est la première fois qu'il y a eu une canalisation. La première fois. Et là, je n'ai pas compris ce qui se passait. D'un seul coup, ça a été autre chose. Et les messages étaient dans tous les sens, quoi. Voilà. Donc, comme cette femme, Sylvie Rabouin, me disait plus tard, tu parleras comme moi, c'était pas planté. Voilà. Mais c'est vrai que, alors après, bon, effectivement, ça a pris une ampleur. Enfin, non, on peut pas parler d'ampleur, mais j'ai laissé faire les choses. C'est-à-dire que d'association à association, il y a d'autres associations qui m'ont appelé, etc. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à bouger, énormément de 2010. Le Covid, c'était en 2020, je crois. Oui, c'est ça. Donc, pendant 10 ans, j'ai énormément bougé dans des associations. Même, je trouvais qu'à la fin, j'étais un peu fou de le faire parce que sur un mois, je pouvais me déplacer 2 week-ends ou 3 week-ends. Ouais. Donc, je me suis aperçu, je suis marié, je me suis aperçu, mais j'ai pas de vie. Parce que, bon, tu fais, excuse-moi, je te coupe Bertrand, et entre-temps, dans la semaine, tu faisais des consultations en visio ou en présentiel, hein, il me semble aussi. Chez moi. Ouais, en plus, en présentiel, chez moi, je faisais des rendez-vous en présentiel. La visio, je m'y suis mise à l'époque du Covid. Voilà, parce qu'avant, je me refusais à ça. Ça marche très bien d'ailleurs, parce que tu m'en avais fait une en 2010, je sais plus. Mais ça marche très bien, tout ce que tu m'as dit, tac, nickel. Tu sais pourquoi avec la visio, là je m'y refusais.
je suis un peu bête parce que pour moi, faire un rendez-vous en visio, c'était d'avoir le téléphone dans la main comme ça et de parler. Et j'avais pas compris que le téléphone, on peut le poser puis avoir les mains libres. Donc c'est pour ça que je me disais, ah ben non, la visio c'est pas possible parce qu'il faut que j'ai le téléphone. Mais ça c'est mon truc à moi, voilà. Ouais, c'est ton truc cérébral, ouais. Donc après, et puis pendant le Covid, on n'avait pas trop le choix, on ne pouvait pas vraiment se déplacer, donc je me suis mis à la visio, et c'est là que j'ai aperçu que la visio, ça marche très bien, et ça développe, enfin après, c'est pas que ça développe, mais ça ouvre aussi des possibilités à des gens, on le sait tous, qui habitent loin. Voilà. Ouais, bien sûr. Donc c'est vrai que j'ai passé, bon, alors comme je disais tout à l'heure, en 2007, je me suis pris le mur, et j'ai accepté cette situation fin 2009. Voilà. Ou fin 2009, tu sais, dans la vie, on se dit, j'ai toujours le choix. Soit je mets une chemise blanche, une rose ou une écharpe différente. Mais là, avec eux, il n'y a pas trop le choix. Il n'y a pas trop le choix. Quand ils veulent, ils veulent. Voilà. Et moi qui suis un peu... moi qui suis un peu rebelle, parce qu'à l'époque, quand j'étais jeune, bon, j'avais pas cette coupe de cheveux, j'étais plutôt crête et boucle d'oreilles. Enfin, j'ai eu une période un peu punk. Donc c'est vrai que ça fait pas l'image d'un facteur ou d'un médium quand on est punk, mais il faut passer par des étapes pour comprendre certaines choses. Donc c'est vrai que tout à l'heure, là, je viens de te dire que j'ai pas eu le choix. Et je me suis dit, mince, si j'ai pas le choix, je vais aussi mettre mes choix en place pour. Voilà. Parce que je me disais, alors au début, c'est vrai que les messages, bon, il y avait des messages qui étaient donnés donc en salle, au magasin bio, après dans d'autres salles que je faisais. Mais des fois, je me retrouvais dans des situations chez des amis ou peu importe, ou dans des restaurants, où d'un seul coup, j'étais bien présent, mais j'étais pas là. J'avais quelque chose à dire à quelqu'un. Ouais, moi aussi, ça. Ouais, oui. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Quand tu es, je prends l'exemple, dans un restaurant, tu ne veux pas te lever et dire à une dame, il y a quelqu'un qui est là qui fait un message. Et de l'autre côté, je leur redis, ah non, si vous avez besoin de moi, c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, tu vois, j'ai été... En fin de compte, t'essayais toujours de négocier un peu. Oui, je négociais avec eux parce que je voulais pas que ça devienne quelque chose de débordant. Parce que voilà, je voulais pas ça. Voilà. Alors, j'aurais fait comprendre. J'aurais dit, OK, vous m'avez mis par terre en 2007, OK, j'accepte. Mais acceptez aussi que la pratique soit comme ça, comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Voilà. Ouais. Et ça a fonctionné. Et, tous ces instants que j'avais de capter des choses au restaurant ou ailleurs, ça s'est arrêté. Et heureusement, parce que c'était pas vivable. Quand tu es dans une situation, c'est pas vivable. Parce que tu sens cette énergie qui te pousse à aller vers la personne que tu ne connais pas. Et ce jour-là, donc, tu ne l'as pas fait? Tu l'as donné le message ou non? Non, mais c'est hyper délicat de se mettre debout dans un restaurant, de dire à une dame qui attend avec des gens, bonjour madame, parce que je pars du principe qu'il faut aussi que les gens soient en demande. Voilà, parce que si la personne bloque, parce que la vibration, je ne sais plus quelle était la vibration qui était à côté de cette dame, et si ça bloque, ça peut être un choc pour la dame. Voilà, donc c'est pour ça que je ne voulais pas du tout rentrer dans cet univers-là, quoi. D'accord. Donc ensuite, tu as continué, tu continues encore d'ailleurs tes médiumnités en salle, hein, Bertrand, là. En fait, alors c'est vrai que j'ai ralenti les associations avec l'histoire du Covid, parce que, alors je ne crache pas sur les associations, parce que grâce aux associations, quelles qu'elles soient, elles m'ont porté ce que je suis à autre chose. Mais c'était devenu... alors, ce n'est pas les séances qui étaient devenues fatigantes, mais le fait de toujours se déplacer, etc., c'était devenu un peu épuisant pour moi. Voilà. Et pourtant, bon, j'ai la pêche, mais j'avais besoin de tranquillité. Tu sais, tu passes 10 ans où tu te déplaces 2 week-ends par mois, voire 3 week-ends par mois, puisque tu n'es jamais chez toi, tu es toujours dans un rythme. Bon, à un moment donné, tu te dis, quelle est la priorité? Est-ce que c'est ma vie ou celle des autres? Alors, dans ce que l'on fait, c'est celle des autres, mais il faut aussi penser à soi. Donc, c'est pour ça qu'au niveau associatif, maintenant, suite au Covid, j'en fais beaucoup moins. D'accord, donc tu as ralenti un petit peu le pas. Ouais. J'ai ralenti, Là, j'ai ralenti
parce que je peux plus me déplacer. Enfin, je peux plus me déplacer ici. Il y a toujours les trains, les voitures, les avions. Mais si je disais oui aux associations, mais je reprends le rythme de 2010 à 2020. Ouais, ouais. Je reprends ce rythme. Et ça, je veux pas. Ça, je veux pas. J'ai besoin. Tu sais, quand tu as, alors peu importe le fonctionnement ou le métier que tu as, mais quand tu as des activités où tu es toujours dans du public, tu sais, le contact, la parole arrive à un moment donné où tu as besoin de te retrouver. Ouais, bien Tu sûr. as besoin de plus de silence. C'est pour ça que tu habites à la campagne d'ailleurs, Bertrand. Ouais. Voilà, à la campagne. Ah oui, là, je suis loin du monde. Enfin, loin du monde. Il y a quand même des voisins, mais je suis... Ouais, et puis j'ai vu que tu voyageais quand même pas mal, hein, beaucoup en Inde. Beaucoup en Inde, oui, beaucoup en Inde, Ouais. énormément. Et pourquoi l'Inde? Ça parce que ça t'apaise? L'Inde, c'est une longue histoire, très longue histoire. Quand j'étais gosse, comme sur les magazines que ma mère achetait, il y avait des fois des trucs sur l'Inde. Je déchirais les pages de l'Inde et je les mettais dans des feuilles plastiques de classeur. Ah ouais, donc... J'aimais, sans savoir pourquoi, j'aimais l'Inde. Et je suis arrivé en Inde parce que de l'autre côté, ils m'ont poussé à aller en Inde par rapport à un rêve. Et depuis, c'est l'Inde. Alors, l'Inde, pourquoi je peux pas dire que l'Inde est ma seconde maison, parce que quand j'arrive en Inde, je suis heureux, mais je suis heureux aussi là d'en repartir. Voilà. D'accord. Donc ça c'est un peu bizarre, hein, parce que l'Inde, au bout d'un moment, alors moi, l'Inde, je fais pas le trip ashram. Je l'ai fait à une époque. Hein. Maintenant, j'ai arrêté d'aller dans les ashrams, donc je suis plutôt dans le voyage où on bouge. Et quand on bouge en Inde, il y a du bruit, il y a des mouvements, etc., etc. Donc, au bout d'un moment, ça commence un peu à être fatigant. Ouais. Mais après, il y a l'Inde aussi qui est reposante. Et l'Inde, parce que l'Inde, c'est l'Inde, parce qu'à chaque fois qu'on va en Inde, on découvre, les paysages sont les mêmes, mais on découvre à chaque fois quelque chose. Et puis, c'est le seul... j'ai voyagé ailleurs, mais l'Inde va être le seul pays, la seule nation, enfin, la seule vibration qui est venue vraiment me visiter. D'accord. Parce que les autres pays, je visite. Là, l'Inde est vraiment venue remuer à l'intérieur. Voilà. Et quand ça remue, ça remue. Ouais, des fois, je vois les photos que tu mets sur ton Facebook, elles sont superbes, hein, vos photos. Hein. Les photos... moi, je pars du principe que dans la vie, rien ne nous appartient. Donc, il faut partager. Ouais, donc, ces photos, elles continueront après mon existence terrestre. Et c'est important, pour moi comme pour Jean-Marc, d'amener ça. Je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire des voyages. Et c'est important, effectivement, de faire partager des couleurs, des émotions, parce que ça ne nous appartient pas. Moi, je le vois, donc pourquoi il y aurait que moi qui le verrais? Pourquoi ça serait personnel? Ça ne m'appartient pas. Donc, c'est pour ça qu'on partage les photos assez facilement. Ouais, c'est vrai qu'elles sont magnifiques, tes photos. Et quelle a été la vision de ta famille par rapport à ce métier que tu fais? Parce que on a tous des familles, et puis des fois, il y en a qui sont très... Voilà. C'est une question taboue, ça. Parce que c'est une question taboue. C'est une question taboue. Mais ma famille, l'important pour eux, c'est que... Alors, c'est sur un plan très matériel. C'est que je gagne ma vie. C'est ça. Ils ne posent absolument pas de questions. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mon frère, peut-être, parce que mon frère et ma belle-sœur ont eu des messages de ma part qui étaient assez surprenants. Mais après, la famille, non. Oui, oui, voilà, ils n'en parlent pas, quoi. On n'en parle pas. On n'en parle pas parce que tout à l'heure, enfin, je suis l'aîné des 4, donc j'ai 2 sœurs et un frère que j'aime, que j'adore. Je suis l'aîné et dans la fratrie, l'aîné doit montrer l'exemple. Et comme je te disais, étant gosse, j'étais un rebelle, j'étais pas dans le moule, etc. Ouais. Et l'aîné doit montrer le chemin pour les autres. Et j'ai jamais montré le chemin. Voilà. J'ai jamais eu, comment dire, mes 2 sœurs et mon frère ont une vie très agréable, etc., etc. Nous aussi, Jean-Marc et moi, mais on est différents. Alors, c'est pas le fait qu'on soit homosexuel, mais on a un style de vie différent. Voilà. Et quand j'étais jeune, j'avais ce style de vie, sans savoir que j'allais vivre avec un garçon, etc., etc. Donc, on a des fonctionnements différents. Donc, eux, est-ce que ça les gêne de me
poser des questions sur ce que je fais, etc. Et moi, quand je les vois, je leur parle pas de ce que je fais parce que je sais qu'ils vont dire oui, mais la communication va s'arrêter à ce oui. Donc ils sont jamais venus te voir en médiumnité publique. D'accord. Jamais. Ouais, ma Jamais, famille. jamais. Jamais. C'est un peu le même fonctionnement. On est d'accord. Et tu vois, là, dans ma famille, moi, j'ai pas d'enfant, mais j'ai une de mes nièces, elle est canal, parce qu'il lui est arrivé des choses. Enfin, il a fallu que je l'aide sur certaines situations, mais bon, elle est jeune, mais il y a une descendance quelque part. Ouais. Ah, tu vois. Ouais, Et tes prochaines dates, j'ai vu que tu vas à l'association Ophélia Fleur d'Âme, là, au mois de janvier. Oui, c'est le 25, il me semble. Ah non, c'est plutôt que ça, c'est le 10. Ah, c'est le 10, ah ouais, je sais plus. Ouais. Ah non, attends, c'est. Oh, je sais plus, oui, c'est le 10. Oui, en tout cas, c'est au mois de janvier. Faut qu'ils cliquent sur l'association Ophélia Fleur d'Âme, je pense qu'ils verront les dates. Après sur mon site, alors mon site, c'est pas un site professionnel, hein, c'est un peu fripounette. Hein. Ouais. Sylvain Sylvestre, il est fait avec mes petits doigts. Donc, mais il y a tous les onglets où on trouve les dates. Ouais. Donc, alors c'est vrai que l'année prochaine, alors maintenant, tout à l'heure, je parlais d'associations où maintenant, sur les associations, je garde quelques associations comme Nantes, Limoges, Montpellier. Je garde quelques points d'association. Mais je me déplace de plus en plus pour faire des petits groupes chez des gens. Tu vois, là, en février, je vais dans une petite commune qui s'appelle Pipriac, à côté de Rennes, où je fais un groupe chez la dame, donc c'est déjà complet, où il y a des rendez-vous. Donc, tu vois, maintenant... Je ne veux pas dire que dans les associations, j'étais mal à l'aise, bien que des fois, tu arrives en association et tu te poses la question où est-ce que j'arrive. Ça, des fois, ça m'est arrivé. Bon, bref, ça c'est un truc perso, mais maintenant, je vais pas dire que les associations amènent un stress, c'est pas ça. Parce que les présidents et présidentes d'associations sont très agréables. Mais il y a toute c'est pas une machinerie, mais il y a tout un processus. Tandis que quand je vais chez les particuliers, je veux dire que c'est à la bonne franquette. Alors, chez Florence Richet, c'est à la bonne franquette, donc c'est pour ça que je garde. Mais c'est vrai que chez les particuliers, c'est pas pareil. Et puis chez les particuliers, c'est pas des grands groupes. Les gens peuvent 20, 25 personnes dans leur salon et tout le monde a quelque chose. Donc, moi, des fois, quand je fais des grandes salles, alors moi maintenant, mais à une époque, j'étais déçu parce que tu as des gens qui sont là, ils viennent me voir un peu les larmes dans les yeux et puis ils n'ont rien eu. Ouais, je sais. Et là, tu te dis, et là, une fois que le lien est coupé, après, tu es Bertrand ou tu es Karine. Et là, tu te dis, mais mince, et ça, c'est dur. Mais tu le dis avant ta... De toute façon, tu le dis, hein, il me semble, avant ta médiumnité publique, que tout le monde n'aura pas de message. Hein. Ouais. Je le dis, mais après... Oui, je sais. Après, ils viennent quand même avec la photo. Ouais, je sais. Je prends l'exemple, là, je suis en salle, je pose la photo d'Étienne, j'attends un message, j'ai rien, je vais repartir un peu, je vais voir que les autres sont dans le sourire et en joie parce qu'ils ont un message, et moi je prends la photo et j'ai rien. Donc ça, je me disais, non, je voulais pas, c'est pas que je ressentais la peine des gens, mais dans le regard, tu ressens le truc. Ouais. Et là, je me dis, non, j'ai pas envie d'être celui-ci qui fait un peu du mal aux autres. Alors, c'est pas moi qui fais du mal aux autres. Mais eux, de l'autre côté, ils sont pas présents. Mais j'ai pas envie d'être le facteur comme ça, quoi. Donc, c'est pour ça que les petits groupes... tu préfères... Ouais, t'aimes bien les petits groupes. Ouais. Moi, je sais que je suis venue te voir en médiumnité publique et c'est vrai que tu es très impressionnant. Et notamment, tu as une particularité, quand même, Bertrand, tu fais des... Comment on pourrait dire ça? Quand tu fais... t'as un message, quand tu as un message global pour tout le monde, pour un peu pour l'humanité, quoi, quelque part. Ouais. Moi, j'avais assisté à ça, il avait duré au moins le message 10-12 minutes. Tu t'arrêtais pas. Et tu disais... voilà, c'était un message pour tout le monde, pour les gens qui étaient dans la salle, s'il y en a qui l'ont enregistré. Tout le monde pouvait l'écouter, c'était énorme, ce message. Et je regrette de ne pas l'avoir enregistré, c'était magnifique. Tu sais, ces messages... Alors, tout à l'heure, je te parlais là de beaux passagers qui mettent dans notre vie. Il y a très longtemps, dans une association à Toulouse, les gens de l'association me disent qu'il va y avoir Jean Morzel qui va être là avec sa femme. Et là, dans ma tête, je me dis, oh mince, le patron des patrons vient.
pas de bol, assis au premier rang. Alors Jean Morzel, il a quitté son corps, et Jean Morzel, il a vécu une expérience de mort imminente, etc. Donc il a fait beaucoup de bouquins, il a écrit, enfin, il a fait des conférences, et il s'assoit au premier rang. Et pendant toute la séance, les bras croisés, il me regarde comme ça. Je me dis, oh là là, qu'est-ce qu'il pense de moi? Enfin, bref, qu'est-ce qu'il pense de moi? Et à la fin de la séance, Jean est venu me voir. Alors, il y a eu ce message. Alors moi, à l'époque, j'appelais pas ça guide. J'appelais ça une vibration parce que je respecte les anges gardiens. Mais moi, j'ai jamais imaginé une auréole, des ailes. J'appelais ça vibration. Et à la fin de la séance, alors je connaissais le parcours de Jean parce que je savais qu'il avait fait une histoire de Mérinote, mais j'avais jamais rien lu de lui. Et à la fin de la séance, il est venu me voir et il m'a dit, écoute Bertrand, ce que tu dis est fabuleux, mais il faut que tu dises aux gens que c'est un être de lumière qui est là avec toi. Alors, un être de lumière, c'est un peu audacieux. Alors, je dis guide. Et des fois, les gens me disent, mais est-ce que tu connais le nom de ton guide? Franchement, Karine, je n'en sais rien. Puis moi non plus, je n'en sais rien du tout. Important. Voilà. Et ce guide, c'est vrai qu'ils ont commencé à donner là des messages dans cette association, la première fois où il y a plus de 100 personnes. Et puis, à chaque séance que je fais, alors, ce n'est pas en individuel, ils font ça quand il y a des groupes. À chaque séance de groupe, il y a un message, comme tu dis, universel ou pour l'humanité. Et j'ai pris à prendre conscience de leur message que c'était sérieux en octobre, enfin non, pendant le Covid. Parce qu'en octobre 2019, j'étais dans une association à Challans. Alors moi, les messages qui sont donnés, il y a des gens qui les enregistrent, mais moi, j'enregistre pas. Donc, je ne retiens rien. Et en octobre 2019, il y a un message qui a été donné en salle à Challans. Alors, c'est après, pendant le Covid, qu'une dame de Challans m'a envoyé l'enregistrement qu'elle avait fait lors de cette séance en octobre. Et sur ce message, sur ce message global, les guides disaient que tous les dirigeants de notre Terre allaient nous cloisonner. On était en octobre 2019. Après, on a vu ce qui s'est passé en mars 2020. On a tous été en confinement sur toute la Terre. Ouais. Et là, je me suis dit, oh là, attention. Ce qu'ils disent, en fin de compte, ça se vérifie. Et maintenant, je fais très attention aux messages qu'ils donnent. Très attention. Voilà. Parce que je me suis dit, alors avant, je donnais les messages, mais je faisais pas, j'en prenais pas conscience parce que j'étais concerné sans être concerné, mais voilà. Et là, je me suis dit, oh là, ils donnent des choses et les gens les vérifient. Et des fois, tu vois, je vais donner un exemple aussi de ce que peuvent donner les messages des guides. Je peux en donner là des centaines et des centaines. Mais je me souviens d'un message qui a été donné à une dame en salle récemment, où j'étais, où le guide lui disait que... alors, la dame n'avait pas posé de questions, elle était en salle, et le guide lui disait que l'art, pour elle, allait être débordant avec le nez rouge. Alors c'est une dame, elle avait un certain âge, elle avait un certain âge de mes âges, cheveux gris, et l'art va être débordant avec un nez rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Un nez rouge, pour moi, c'est le clown, le cycle, l'art débordant. Et j'ai dit à la dame, vous avez une question à poser suite à ce message. Et la question qu'elle sort, elle sort la question, c'était, est-ce qu'après, là je vais être en retraite, est-ce que je peux faire de l'art-thérapie en faisant le clown? Oh là là, superbe. Et la présidente de l'association m'a dit, mais est-ce que cette personne, elle l'avait vu en rendez-vous, qu'elle avait eu le même message. Donc tu vois, c'est vrai que les guides n'ont pas dit art-thérapie, l'art débordant avec le nez rouge. Après, il faut décrypter. Donc tu vois, les messages des fois qui sont donnés aux gens, que ce soit en individuel ou en groupe, parfois, je ne vais pas dire que ce sont des énigmes, mais il faut bien les décortiquer. Et le problème de l'humain, c'est que quand les gens posent des questions ou quand ils veulent savoir quelque chose, les gens aimeraient avoir la réponse terrestre. Maintenant. Ouais, maintenant. Ah oui, oui. Oh, bah là, oui. Ah bah, ça, oui. Tout de suite. Et c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'on reçoit quand on est prêt à recevoir. Et le timing peut être long, comme quelque chose là de rapide. Nous, quand on est arrivé, Jean-Marc et moi, quand on est arrivé en Dordogne en 2013, j'avais un message comme quoi qu'on ne serait que de passage dans cette maison, qu'on aurait une grande maison et des grandes baies vitrées en face d'une colline. Alors, je les ai un peu engueulés entre parenthèses. Je leur ai dit, attendez, on vient d'arriver, les cartons ne sont pas encore défaits et qu'il faut déjà la déménager. Bon, bref. Donc, on avait déjà une maison. Au bout de 2-3 ans, on a cherché une autre maison en Dordogne. On a trouvé les maisons et les collines, mais pas les baies vitrées. Donc, on avait oublié totalement le message. Et en 2021, on est passé devant la maison, c'était pas une maison, c'était une grange. La grange, tracteur, cuve à fioul, 3 murs, toiture. Voilà. On est passé devant
cette grange, et il y avait des voisins qui étaient là, et qui avaient pris la maison et la grange. Ils nous ont proposé cette grange. Donc, on a fait les plans avec l'architecte, et c'est quand on a fait les plans avec l'architecte que dans ma tête, je me suis dit, oh, mince, 200 mètres carrés, ben, c'est grand pour 2 bonhommes. On a mis les grandes baies vitrées, et là, sur un côté, à 20 mètres, il y a une colline qui commence. Donc, tu vois, les messages qui vont être donnés, tu vois, les gens pensent que les messages vont arriver tout de suite, tout de suite, Ouais, tout ouais, de je suite. comprends. Non. On ne connaît pas le temps. Alors, des fois, tu as des messages qui sont plus rapides, où au bout de 8 jours, comme je dis, la messe est dite, le message est là. Et tu en as d'autres qui sont beaucoup plus longs. Donc, c'est de là que parfois les gens pensent, ah, on a été voir tel médium, tel voyant, tel facteur, telle carte ancienne, ben, à s'est planté parce qu'il ne se passe rien. Mais le temps, on ne le connaît pas. Ouais, bah moi, tu m'as bien délivré un message en salle, il a mis 5 ans. Hein. Ouais. C'est arrivé 5 ans après. Et voilà, tu vois, pareil, là, il y a des gens que je vois en individuel ou par vidéo qui ont des messages. Et effectivement, bah, tiens, un monsieur que j'ai vu, on est rentré d'Inde, bah, c'était en novembre, ici chez moi, qui est du côté de Perpignan, qui est venu, qui a eu un message. Il n'y croyait pas du tout, parce que, c'est pas qu'il n'y croyait pas, mais son grand-père lui parlait d'une collection de montres, un truc, il me dit, mais c'est pas ce que c'est, machin, puis on lui parlait de ses mains, etc. Et là, mi-décembre, il m'a envoyé un SMS comme quoi les montres, eh ben, sa mère, elle avait une boîte de son père, une boîte où il y avait plein de montres, donc il collectionnait les montres, puis lui, il ne le savait pas, et ses mains, en fin de compte, ben, il a essayé et il s'est passé des choses. Donc, tu vois, moi, je pense que les messages qui sont délivrés, si on ne les teste pas, ça ne marchera pas. Alors, les gens vont dire, oui, mais il faut qu'on teste, il faut que ça marche. Non, quand on a été à l'école, quand on a commencé à faire le A, on faisait un tout petit A, puis après, on s'est appliqué. Voilà, donc il n'y a que comme ça que les messages qui sont donnés peuvent avancer sur quelque chose. Parce que nous, notre problème en tant qu'être humain, c'est qu'on est impatient, parce qu'on voit le temps qui défile. Notre timing de vie terrestre, il faut courir partout. Donc, les gens pensent que dans les messages qui sont donnés, ça va être pareil, ça va aller très vite. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Non, c'est pas. Il faut vraiment prendre le temps. Eux, de l'autre côté, ils sont pas pressés. C'est nous qui le sommes. Oui, c'est nous qui sommes pressés, ça ouais. On est toujours en train de courir. Et aujourd'hui, quelle est la journée type de Bertrand Retailleau? Alors, j'ai 2 formules. Quand je me déplace, je prends l'exemple de Nantes, où j'ai des rendez-vous. Là, ce sont des journées à un rythme soutenu. Moi, je me qualifie comme feignant. C'est-à-dire que quand je me déplace, je ne peux pas aller sur Nantes pour 2 personnes par jour en rendez-vous. Donc, il y en a pas plus de 5 par jour. 2 le matin, 3 l'après-midi, et je fais bien ma pause de midi à 14h pour être tranquille. Puis, voilà. Après, la journée type chez moi, ben, c'est feignant. Voilà, déjà. Je me lève quand j'ai envie de me lever. Et les rendez-vous, c'est 2, pas plus, 2. Ah non, 2, ça me suffit. Hein. À 2, c'est... 2, c'est bien. 2, alors 3, quand il y a quelque chose, mais 2, c'est bien. Et j'essaie de les mettre. Alors, c'est vrai que les gens vont entendre, ils vont dire, ouais, ben mince, voilà. C'est vrai que j'essaie de les mettre 2 le matin, j'ai mon après-midi, ou 2 l'après-midi, comme ça, j'ai ma matinée. Ouais. Donc, tu vois, je fais ça un peu à mi-temps. Parce que je ne veux pas rentrer dans ce truc. Alors, c'est vrai qu'avant le Covid, je voyais beaucoup plus de monde. Mais j'ai aussi mon corps qui avance avec mon âge, et mon corps aussi a besoin d'être sur le canapé, tranquille, à lire un bouquin et à rien faire. Voilà. Je ne suis plus dans un système de course, à vouloir absolument faire, avoir des rendez-vous, faire. Voilà. Donc, c'est vrai que quand les gens m'appellent et qu'ils me disent vous avez des disponibilités rapidement, je leur dis c'est quoi rapidement pour vous? Parce que rapidement, non, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ah, il y a des gens qui sont comme ça, qui ne me connaissent pas et qui veulent un rendez-vous. Dans une demi-heure, dans une demi-heure. Les gens, c'est ça qui est drôle, ils ne sont pas tous comme ça. Mais il y a des perles rares et il y a des gens qui ne me connaissent pas, qui t'envoient des SMS ou des messages, qui veulent un rendez-vous à telle heure parce qu'ils sont disponibles à cette heure-là. Ouais. Quand j'appelle mon dentiste ou mon médecin, c'est la secrétaire qui me fixe le rendez-vous, c'est pas moi qui fixe le rendez-vous. Donc, tu vois, tu as des gens qui sont. T'as des gens, bon, c'est pas tous les gens, mais c'est vrai que dans cet univers-là, il y a des choses qui sont surprenantes. Tu vois, une fois, il y a très longtemps, il y a une personne, c'était une dame, qui souhaitait avoir un rendez-vous
Donc, c'était au téléphone et je lui donne mes disponibilités parce que moi, à partir de 18h, 19h, non, ça fait trop tard. Enfin, c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard, mais moi, c'est mon rythme. Oui, 18h, c'est d'accord. Et cette dame, effectivement, ne pouvait pas, sur les créneaux horaires que je lui donnais, elle ne pouvait pas. Elle pouvait, elle, après son travail, qui était à 18h30, 19h. Et moi, je lui dis, mais à cette heure-là, je ne peux pas. Et elle me sort un truc, une perle, et elle me dit, oui, mais vous vous rendez compte, moi, je travaille. Et ben, et toi? Quand tu entends ça, tu respires un grand coup. Alors, il faut rester poli. Mais voilà, donc tu as des gens, tu vois, tu vois, cette personne, après, je crois qu'elle n'a pas pris rendez-vous parce que les horaires n'étaient pas disponibles, mais tu as des gens qui vont nous regarder comme comme des gens, bah oui, ils font ça, donc ils peuvent être disponibles n'importe quand. Ah, oui. Moi, j'ai toujours essayé alors après, chacun fait comme il veut, mais j'ai toujours essayé de caser les choses pour ne pas être débordé. Voilà. Pour moi, c'est important. Je ne veux pas que ce fonctionnement-là, maintenant, déborde sur ma vie privée. Ouais. De 2010 jusqu'au Covid, ça a débordé sur ma vie privée. Et là, maintenant, Jean-Marc avance dans l'âge, moi aussi, et on sait qu'on n'est que des passagers. Et je veux prendre plus de temps pour Jean-Marc, pour nous, et aussi pour ça. Mais voilà. Donc, une journée type de Bertrand. Bertrand essaie de faire de la cuisine, Bertrand essaie de bidouiller sur les ordinateurs pour avoir des trucs bien. Après, la journée type, c'est ça, quoi. Il y a pas de truc. Tu sais, tout à l'heure, je disais que, alors, je fais de la marche, j'essaie, entre parenthèses, une fois par mois, de faire de la méditation quand j'oublie pas, là, une fois par mois. Voilà, donc j'essaye, mais tout à l'heure, je disais que tu as des gens qui vont manger médium, qui vont vivre médium, qui vont être toujours dans ça. Non, faut savoir se déconnecter. Hein. Ouais. Pas du tout. Là, je suis dans le bureau où je fais des rendez-vous. Quand je sors du bureau, c'est terminé. J'oublie totalement ce qui s'est passé pour être sur mon canapé, peu importe, tranquille. Donc, tu vois, c'est important de couper. C'est très important. Ouais, parfaitement ancré et parfaitement connecté. Il faut avoir l'équilibre entre les deux. Ouais. Et puis après, tu sais, les gens me posent la question, est-ce que tu as des rituels pour te protéger? Je mets une bougie blanche, moi. Ouais, une bougie chauffe-plat, j'ai mes petits gris-gris, c'est-à-dire un petit Ganesh, la photo de Mananda Moï, donc qui est un peu la dernière. Moi, voilà. J'ai les cailloux que j'ai ramassés dans mon gant, je vais me faire sécher, et puis c'est tout. Ouais, écoute. Ça s'arrête à ça, ça s'arrête à ça, et d'autre côté, bon, après, je sais qu'il y a des gens voyants qui ont des rituels. Bon, ok, pourquoi pas, parce qu'il faut aussi que les gens aient des choses qui leur parlent. Et donc, moi, de l'autre côté, je me suis aperçu que de l'autre côté, ils sont dans une simplicité, affolante. Et ce qui est sidérant, c'est que alors, est-ce que d'autre côté, ils s'aperçoivent que j'ai de l'humour, qui sont comme ça avec moi, mais alors, ça se marre et ça rigole. Ah, ils aiment beaucoup l'humour, et ils ont beaucoup d'humour, énormément. Oui, c'est énorme l'humour qu'ils peuvent avoir. Et des fois, c'est un humour, mais alors, comment dire, sur la pointe. Une fois, enfin, je fais ça très vite parce que je ne sais pas qui il est, mais une fois, à Bordeaux, dans une salle, beaucoup de monde, et je regardais un monsieur, je fixais un monsieur dans ma tête, j'avais la musique Allumer le feu. Alors je regarde le monsieur et je dis, allumer le feu. Je dis, mais comment. Alors je dis au monsieur, est-ce que vous aimez Johnny Hallyday? Alors c'était à l'époque, je crois que Johnny Hallyday était décédé, enfin peu importe. Je dis, monsieur, est-ce que vous aimez Johnny Hallyday? Puis il me dit oui. Et de l'autre côté, alors c'était les guides, et de l'autre côté, il me renvoie la musique, mais tu sais, comme un casque sono avec allumé. Enfin, j'avais pas les paroles, mais j'avais la musique. Et je dis au monsieur, est-ce que particulièrement vous aimez la musique Allumez le feu. Et là, le mec, il me sort un truc improbable. Il me dit, ah oui, celle-là, je l'adore. Puis je lui dis, mais pourquoi? Puis il dit, quand je serai décédé, je vais être incinéré avec cette musique. Tout le monde dans la salle s'est marré, même moi, parce que là, je me suis dit, le mec me raconte une connerie énorme. Il y avait sa femme qui était à côté, et sa femme a pris la parole, puis elle a dit, non, mon mari nous a effectivement demandé à moi et mes filles qu'à son incinération, il ait cette musique. Et moi, j'ai dit à ce monsieur, mais vous voyez, de l'autre côté, les guides, ils vous l'ont validé.
Donc, tu vois, l'humour qu'ils Ouais, peuvent avoir. ouais, c'est extraordinaire. Moi, j'adore. Enfin, c'est vrai que les gens que l'on voit, avec photos ou pas de photos, enfin, en général, ceux qui viennent avec des photos, ce sont des personnes parties, donc il y a une forme de peine, de souffrance ou de Bien douleur. sûr. Donc, ils vont amener avec eux, ce qui est logique, ce fardeau-là. Mm. Mais de l'autre côté, ils ont un truc léger. Et moi, j'avais envie que les gens, avec leurs photos, soient comme eux de l'autre côté. Enfin, comme eux. Enfin, comment expliquer ça? Ah oui, oui, D'être dans ce oui. Ouais. Mais c'est vrai que léger. t'es très léger, dans tes messages, quand tu délivres des messages, t'es très léger. Et on sent que l'humour passe vraiment par ton canal. Et je me Ah ouais. souviens en salle, t'avais pris une photo et avant que la dame elle lève pour dire que c'est son mari, tu t'étais tout de suite dirigé vers elle. Je sais pas pourquoi, tu savais que c'était sa femme. Et tu lui as dit, votre mari, il aime bien votre coiffure, votre nouvelle coiffure. Et là, elle est restée quoi? T'as dit, mais oui, j'ai été hier chez le coiffeur. Et elle avait changé de couleur et tout. Et à travers toi, il dit, oh, j'aime bien ta nouvelle coiffure. Ouais. J'avais trouvé ça génial. De l'autre côté, il m'est arrivé, après les messages, il y en a eu à des milliers depuis 2010. Mais une fois, à Toulouse, j'étais en contact avec la photo d'une grand-mère dans une salle, donc des messages. Et pendant que je tenais la photo, j'étais debout et je tournais la tête en faisant des clins d'œil. Et je tournais la tête, c'est-à-dire qu'il y avait une vibration autour de moi masculine qui me faisait des clins d'œil. Et puis les gens voyaient bien que je tournais la tête en faisant des clins d'œil tout en parlant à la dame. Alors les gens commençaient à rire et là je leur explique, je leur dis, voilà, il y a une autre vibration d'un jeune homme qui est là, enfin une vibration d'un homme qui est là, qui me fait des clins d'œil et je lui dis, je crois qu'il est en train de me draguer. Bon, ok. Bon, je pose la photo de la grand-mère, je prends automatiquement une photo d'un jeune. Et là, je dis, merde, c'est lui. Alors, je demande qui est la photo. Et puis, il y a une dame qui dit, c'est mon fils. Mais comment dire à la dame que c'est lui qui me draguait autour de moi? Comment lui dire? Voilà. Alors, je dis à la dame, est-ce que votre fils, avec les filles, ça allait? Puis, elle me dit, ah non, non, il était homosexuel. Et là, je lui dis, c'est lui qui était là tout à l'heure à me draguer. Donc, tu vois, de l'autre côté, C'est super. le jeune homme, il n'a plus son corps physique. Alors, des fois, les gens pourraient penser, ah oui, mais alors, de l'autre côté, il est encore homosexuel. Non, c'est pas qu'il est homosexuel de l'autre côté, parce que de l'autre côté, on est vibration. Mais, alors, ce que je dis, ça n'engage que moi, mais des fois, j'ai l'impression que quand ils se rapprochent de nous, ils vont entrer, tu sais, nous, on est là, eux, ils sont là, ils vont entrer dans ce truc-là où c'est pas des accessoires, des décors de théâtre, mais ils vont reprendre, leurs vibrations vont reprendre des fonctionnements de ce qu'ils étaient. Donc, ce jeune homme, en se rapprochant d'eux, il est rentré là dans cet espace. Il a repris son côté homosexuel et il me draguait. Voilà. Donc, tu vois, c'est. Alors, après, bon, avec mon humour à moi, je dis, ouais, c'est génial parce que de l'autre côté, il y a une communauté arc-en-ciel. Mais ça, mais je trouve ça. Je trouve ça marrant, quoi, qu'effectivement, de l'autre côté, il ait cet humour et ce truc. Tu vois, nous, parce que je m'englobe aussi, nous, on est humains, mais nous, en tant qu'êtres humains, des fois, on est un peu trop lourd ici. On est un peu trop lourd. Parce que, je sais pas si ça te le fait, mais quand ils sont là, ou quand les guides sont là, mais je me sens... Je suis bien assis à une chaise, je suis bien les pieds sur terre, mais je me sens léger. C'est très léger. C'est très... Voilà. Et quand ça s'arrête, c'est comme un gros ballon qui se dégonfle et hop, tu tombes dans ton truc avec tes complications. Donc, quand ils sont là, des fois, j'ai l'impression que ça me nourrit aussi vibratoirement. Voilà. Ouais, je comprends. Après, c'est vrai que dans ces moments-là, on aimerait, on ne peut pas être tout le temps comme ça, mais c'est vrai que ce sont des moments tellement légers qu'on se dit, mais pourquoi ça ne continue pas après dans la vie? Oui, mais après dans la vie, tu fais face à des factures, tu fais face à plein de choses, donc tu ne peux plus être dans ça. Voilà. Bien sûr, ouais. Et dernière question, tu ressens comment les vibrations de l'année 2025 ou pas, ou tu ressens rien pour l'instant? Après, par rapport à ce que les guides envoient comme information, alors on ne va pas parler de Bérou et de toute la troupe, moi je m'en fous un peu tout ça, mais ce qu'expriment les guides dans les messages qui ont été donnés là depuis 5-6 mois, que l'humanité devant elle a plusieurs mois, voire 1 an et demi à 2 ans et demi pour s'élever en conscience. Voilà. C'est comme si qu'au bout de ce timing, peut-être d'1 an et demi à 2 ans et demi, là, on allait basculer à autre chose. Après, on sait tous que vibratoirement, la nature, les animaux, eux, ont grandi sur autre chose. Ça, on le sent. Mais nous, en tant qu'être humain, on est encore peut-être trop... terrestre, on est obligé d'être terrestre, mais on est peut-être encore trop dans des pensées cadrées.
Tu vois, un truc tout bête. On sait pertinemment qu'il y a un réchauffement climatique. On sait pertinemment que d'ici, enfin, réchauffement climatique, attention, hein, la Terre a toujours changé. On sait pertinemment que des peuples, des civilisations, dans leur situation de leur pays, vont avoir des difficultés à vivre. Est-ce que nous, on est prêt à accepter et à partager avec eux? Donc, tu vois, s'ouvrir en conscience, c'est peut-être ça. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous, on est dans des situations sécurisées, entre parenthèses. On appuie sur un bouton, ça marche. Donc, on est dans des situations sécurisées. Alors, nous qui prenons l'amour, on prône l'amour pour nos proches. Voilà, nos enfants, nos maris, nos femmes, nos amis, la famille. On prône l'amour comme ça. Mais ces personnes qui sont à l'autre bout de la planète, eux aussi sont comme nous. Et c'est ça, peut-être, retrouver les liens du partage. Ça ne veut pas dire qu'il faut séparer son salaire pour le donner au bout du monde, mais dans ce que veulent dire les guides, qu'il faut qu'on grandisse en conscience. On ne peut pas grandir en conscience. Enfin, si, soit on peut, mais c'est aussi pour les autres. Parce que grandir en conscience pour soi, ouais, j'ai acheté tous les bouquins, j'ai fait toutes les formations, ça y est, j'ai grandi en conscience, ça ne sert pas à grand-chose. Oui, c'est dans la vie de tous les jours. C'est dans la vie de tous les jours. C'est ce que tu fais, c'est ce que les gens font. Là, c'est Noël, mais on sait qu'il y a des gens qui sont là dans la rue. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Bon, bien sûr, les gens vont se reposer derrière parce qu'il y a tous les services, Croix-Rouge, machin, qui font. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, personnellement, pour eux, nous qui appuyons sur un bouton où tout fonctionne? Donc, tu vois, la prise de conscience, c'est se dire, on n'est pas seul sur Terre. Parce que on le sait tous qu'on n'est pas seul. Mais on va être individualiste. Là, chacun voit son foyer. Ouais, et après, les autres foyers, on verra bien. Donc, tu vois, alors, dans le message que les guides donnent, c'est peut-être ça, s'ouvrir en conscience. Parce que quand ils nous laissent 1 an et demi à 2 ans et demi, pendant le Covid, j'ai fait quand même la dépiscience, mais parce qu'on avait des masques, enfin, une fois on les enlevait, bref. Mais les messages, là, c'était ça, on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on passe à une autre étape. Et puis, on ne parle pas de politique, mais quand on voit ce qui se passe en ce moment, on est bien obligé de constater que on est dans un mur et que ce système doit évoluer, doit être beaucoup plus ouvert, doit être beaucoup plus harmonieux. On le sait. On ne peut pas continuer. Enfin, on ne peut pas continuer. On aura toujours Internet, on aura toujours tout ça, mais on ne peut plus continuer dans un système de pensée que nous avons. Il faut qu'on ouvre autre chose. Donc, les guides nous poussent à ça. Et tout ce que l'on vit aujourd'hui, socialement, mondialement, c'est peut-être aussi des grandes prises de conscience pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on reste à notre place ou est-ce qu'on attend que ça se passe? Voilà, enfin, moi, je vois ça comme ça. Alors après, ce n'est pas des messages défaitistes, parce que moi, je pars du principe que si c'était très compliqué, il n'y aurait plus de naissances. Donc, les naissances arrivent, il y a des enfants qui arrivent nouveaux. Donc, des fois, les guides, en message, ont souvent dit, avant le Covid, qu'on était, nous, adultes, de sublimes jardiniers pour le monde de demain. Mais à savoir ce que l'on plante pour le monde de demain. Qu'est-ce que l'on fait? Voilà. Bien sûr. Donc, c'est à nous, en tant qu'adultes, voilà, moi, je n'ai pas d'enfants, donc, mais c'est à nous, en tant qu'adultes, de montrer aux enfants autre chose. Voilà, autre chose. Voilà. Enfin, voilà, quoi. C'est ma vision à moi, là de voir les choses, mais c'est vrai que je dis souvent, à l'âge que j'ai, le monde dans lequel je suis, enfin, heureusement qu'on est à la campagne, mais le monde dans lequel je suis, je ne le reconnais pas. Je ne le comprends plus. C'est trop brutal et ça a été trop vite. C'est-à-dire que, alors bien sûr, le monde doit évoluer, ça on est bien d'accord. Et heureusement que ça évolue parce qu'il y a des technologies qui sont parfaites pour la médecine. Ces technologies sont moins parfaites pour autre chose, mais ça voilà. Mais le monde dans lequel je suis, tu vois, le monde dans lequel je suis, c'est un monde aujourd'hui qui ne rigole plus. Dans les années 70-80, c'était un monde joyeux. Il y avait de la joie chez les gens. Et aujourd'hui, il n'y a plus ça. Alors, bien sûr, il n'y a plus ça parce que les gens vont dire oui, on n'a plus d'argent, le système, la vie est chère. Ok, mais ces gens. Et puis il n'y a plus de légèreté. T'es obligé, dès que tu es interviewé ou autre, il faut que tu fasses vachement attention à tes mots, à ce que tu dis. Voilà. Ouais. Voilà, c'est ça. Il n'y a plus de légèreté. Regarde, là, moi, je ne suis pas les réseaux sociaux, mais Jean-Marc me disait ça hier. Il y a une nouvelle Miss France qui s'est fait élire. Elle a 34 ans. Oui, Miss Martinique. La pauvre, elle se fait descendre sur les réseaux. Carrément. Et tu vois les gens, ces gens qui descendent, cette personne ou sur d'autres exemples, comment ces gens peuvent s'ouvrir en conscience? Comment?
cette personne a été élue, je l'ai vue en photo, elle est très belle. Elle est très belle, elle s'exprime très bien. On accepte qui elle est. Alors ça, ce n'est qu'un exemple, mais c'est dans différentes choses. C'est dans différentes choses. Donc tu vois, notre monde doit aller au bout de quelque chose. Donc on y va. Ça sera peut-être dur, peu importe comment ça se passera, mais on doit aller au bout de quelque chose pour retrouver les vraies bases. Alors les vraies bases, c'est pas les pierres pour faire du feu, c'est pas ça. Retrouver vraiment un sens nouveau. Voilà. Donc ça, c'est ma philosophie à moi, mais comme tu dis, le message des guides, c'est un peu dans ça qu'il montre que effectivement, on a 1 an et demi à 2 ans et demi devant nous pour... alors, bien sûr, en 2 ans et demi, tout le monde n'aura pas changé, mais c'est comme si de l'autre côté, il y avait une forme d'urgence à ce qu'on puisse être prêt à quelque chose. Alors, être prêt à quelque chose, on ne sait pas ce qui peut se passer. Hein. Il peut y avoir un crash économique, il peut y avoir un tsunami, enfin, peu importe, mais c'est comme si on nous demandait, soyez prêts. Soyez prêts à accepter les choses. Soyez prêts à quelque chose. Alors, ce n'est pas quelque chose de négatif, ce n'est pas catastrophique, mais est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on est prêt à vivre autre chose? Voilà. Donc, après, les gens vont pouvoir penser, mais comment on fait? Il n'y a pas de recette. C'est dans ce que l'on est. Tu vois, une fois sur Facebook, j'avais mis une photo d'une petite fille et il y a une phrase, et c'était marqué « Est-ce qu'aujourd'hui tu as souri ?» Alors, sourire à quoi? Déjà, sourire à nous. Le matin, quand on s'en regarde, faire un petit clin d'œil, se dire « Ouais, bon, il pleut, il y a de la neige, il y a du vent, mais la journée va être belle. » Donc, tu vois, ce tout petit truc, alors, rien du tout. Si tu le fais tous les jours, ça va t'amener peut-être à tes pensées, enfin, aux pensées, à se dire « Ah, ouais, ça fait du bien, ouais, ok, la vie peut être belle. » Tu vois, parce que les gens vont dire, mais comment on fait pour changer? Après, on peut faire des... C'est un travail de tous les jours, hein, c'est une introspection, il faut plonger... C'est simplement se dire, aujourd'hui, il y a du vent, j'accepte. Voilà. Ah, tiens, j'ai la branche de mon rosier qui s'est cassée, mince, le pauvre, j'accepte. Tu sais, c'est pas dans une lutte. Les choses qui arrivent, elles arrivent, on accepte. Voilà. Alors les gens vont dire, oui, mais on accepte que ce qui est bien, c'est-à-dire une boîte de chocolat. Et puis les choses négatives, on n'accepte pas. Non, ce qui est difficile, comme ce qui est beau, comme une boîte de chocolat, ce qui est difficile, c'est aussi un exercice. Donc on accepte, c'est arrivé, on n'a pas le choix, c'est comme ça, on accepte. Donc tu vois, tous ces petits trucs font que je pense que ça peut peut-être les gens se dire, ah, effectivement, bon... Ok, bon, il y a ce problème. Et puis tu vois, moi je dis souvent, pour moi personnellement, bon, c'est peut-être mon âge maintenant qui me fait parler comme ça, c'est que l'on n'est que des passagers. Et ça peut arriver n'importe quand. Et que dans cette vie qui est déjà dure à l'extérieur par rapport à nos sociétés, etc., comme on n'est que des passagers, on ne va quand même pas se pourrir, nous, la vie, alors que l'extérieur nous la pourrit déjà assez. Donc, si les gens comprennent qu'on n'est que des passagers et qu'il faut prendre la vie en riant. Alors, en riant, on ne peut pas rire de tout, parce que quand on voit ce qui s'est passé à Mayotte, on ne peut pas rire, mais tu sais, en ayant un autre regard, là, on se dit, ah ouais, ok, bon, c'est dur en ce moment, mais je suis debout et la vie est belle, quoi. Voilà. Mais les gens, eux, ne voient la vie belle qu'à leur porte-monnaie, parce que c'est le financier qui est en premier. Et puis, ils vont souvent aussi de se plaindre de ce qu'ils n'ont pas. Voilà, j'ai dit, vous avez déjà plein de choses, contentez-vous déjà de ça, et ne regardez pas ce que vous n'avez pas. Voilà. C'est l'exemple de ce qui s'est passé à Mayotte, c'est un exercice pour la planète entière. Alors pour nous, parce que c'est un département français, mais c'est ce que tu dis. Les gens à Mayotte, ils n'avaient qu'une porte en bois et des tôles et un matelas par terre. Voilà. Et nous, on a tout, et les gens se plaignent parce que ça ne va pas, parce qu'ils n'ont pas. Voilà. Et ça, tu vois, quand les guides disent, dans ces 1 an et demi, 2 ans et demi, qu'il faut qu'on change nos consciences, l'exemple de Mayotte devrait être un exemple pour se dire, on n'a pas à se plaindre. Mais les gens, c'est plus fort que dans les conversations de dire oui, mais le voisin, machin, et puis l'autre, machin, et tout. Voilà. Et tout pendant que l'humain pensera comme ça, l'humain ne pourra pas grandir. Ça sera impossible. L'humain a beau lire des livres de sagesse, mais s'il pense comme ça ne marchera pas. Donc, tu vois, c'est tout un regard sur déjà sa vie, qui l'on est, qu'est-ce qui me fait kiffer. Je suis qu'un passager, je suis qu'une passagère, ça peut arriver n'importe quand. Et quand on comprend ça, ça veut dire que moi j'ai compris, hein. J'essaie de le comprendre aussi parce que je suis comme tout le monde, hein. Je rame, je rouspète, je peux avoir des colères. Oui, on est humain. Et quand on essaie de comprendre ça, on se dit ouais, bon, la vie est belle parce que ce soir, je ne sais pas si je suis là. Donc tu vois, il faut croquer, comme disent les gens, il faut croquer la vie à pleines dents. Et malheureusement, on a la pomme puis on la regarde. Oui, un jour, je croquerai
dans la pomme. Et des fois, quand on croque la pomme, c'est un peu trop tard. Exactement. Donc, tu vois, c'est comme si qu'il fallait profiter de la vie maintenant, aujourd'hui. Voilà. Alors, je sais que là, on est en Noël. Il y a des gens qui vont faire de grandes tables, d'autres qui vont pas pouvoir. Mais ceux qui vont pas pouvoir, il faut qu'ils se disent il faut pas qu'ils regardent les autres qui ont les bûches et les dindes et tous les cadeaux. Les gens qui vont pas pouvoir fêter Noël ou qui vont pas pouvoir le faire par faute de moyens ou de santé, il faut qu'ils se disent, oui, mais nous, on est là, le 24 au soir, au 25 au matin, on se regarde dans la glace, puis on se fait un sourire, et on est quand même bien. Tu vois, il faut que les gens regardent ça. C'est un bon message. Parce que les gens regardent à l'extérieur, et à l'extérieur, tu as des gens qui sont déçus parce qu'il y en a qui ont plus, d'autres qui ont moins. Mais il faut que les gens regardent autre chose. On est là, et puis, on n'est pas si mal. Bon, ok, je suis mal coiffé, bon, j'ai des rides, bon, ok, j'ai un bilan à faire, machin, l'année prochaine, de santé, mais je suis là, et bon, ok, je suis là. Ouais, tu vois, c'est un beau message, en tout cas. C'est des tout petits trucs comme ça qui fait que l'humain pourra retrouver, il n'a pas perdu, mais pourra commencer, tu sais, à briller et à trouver quelque chose de nouveau en lui. Ouais. Voilà. L'extérieur n'est pas important. Enfin, s'il le faut, l'extérieur, c'est pas important. Le plus important, c'est nous. En tout cas, Bertrand, franchement, je te remercie de cette belle interview. C'était vraiment très intéressant, très instructif. Et j'espère que ceux qui t'écouteront, ils vont adorer. Et puis en tout cas, je te souhaite de belles fêtes d'année, des belles fêtes de fin d'année à tout le monde, un joyeux Noël. Je souhaite aussi de belles fêtes de fin d'année. De partage et de rire et de joie. De partage. Et puis, bon, une année 2025, même si la vie sociale est compliquée, que l'on soit comme des enfants à découvrir le monde avec des yeux émerveillés, même si le monde... Exactement. Il faut que ce soit une année... moi, des fois, j'aime offrir des crayons de couleur, enfin, que je n'offre pas, mais de repeindre sa vie en couleur, ou dessiner en couleur sa vie. Ouais, voilà, exactement. Je souhaite ça aux gens, voilà. En tout cas, je te remercie. Je t'embrasse très fort. Je t'embrasse. Plein de belles choses à toi. Ouais, merci à toi aussi, à ton conjoint, à ta famille, à tous ceux que tu aimes. Et je dis bisous à tout le monde pour une prochaine émission. Maintenant, ça sera le 7 janvier. Avec avec notre prochaine invité, ça sera Michel Hock le 7 janvier. Je crois, si je me suis pas trompée. Et merci Bertrand et je te dis à bientôt. Merci. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao, ciao.